ils sont identifiés quand vous dites qu'il y a des pouces, on sait où ils sont, on sait qui y a dedans. La plupart du temps, ça va être des entreprises. Aujourd'hui, le marché du minage du Bitcoin est très concentré sur la Chine. Pourquoi sur la Chine? Parce que à l'heure actuelle, pour effectuer du minage, il vous faut des machines qui sont spécifiquement créées pour ça. On les appelle des ASIC. Donc, et la plupart du temps, ça va être des machines qui vont être, tout le temps, ça va être des machines qui vont être construites en Chine. Et donc, les entreprises chinoises, bien entendu, vont avoir beaucoup moins de mal à se procurer ces machines qu'à l'extérieur. Alors, est-ce que Bitcoin, pourquoi Bitcoin ne possède pas les fermes de minage? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise Bitcoin, il n'y a pas d'organisation Bitcoin, il n'y a personne derrière Bitcoin. Comme je vous disais au tout début, le Bitcoin c'est juste un protocole informatique. Aussi étrange Et qu'est-ce qui empêche justement de créer une entreprise Bitcoin? D'avoir sa propre ferme de minage. Il n'y a rien du tout. Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous créer une ferme de minage si vous avez quelques millions d'euros. Pardon? Je parle pour Bitcoin. Pourquoi Bitcoin ne nie pas ses propres... Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de Bitcoin. C'est juste un problème. Je vais vous faire juste un parallèle. Je vais vous faire un parallèle. C'est comme l'email. Il n'y a pas d'entreprise qui gère l'email au plan mondial. Vous avez des grands acteurs tels que Google, Microsoft, Facebook ou autres, mais vous n'avez pas une entreprise email. Si vous voulez utiliser l'email, vous prenez un serveur, vous l'installez sur Internet et immédiatement vous êtes capable d'envoyer et de recevoir des emails. Le Bitcoin c'est pareil. C'est juste une technologie décentralisée que n'importe qui peut utiliser, mais derrière, pas d'entreprise, il n'y a pas d'organisation, il n'y a personne. Juste un algorithme. Pour revenir aux poules et aux mineurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement, de par cette puissance de calcul nécessaire pour effectuer les contrôles de blocs, d'avoir un monopole que les plus grandes entreprises aujourd'hui peuvent se former pour mettre un API? C'est un des risques fondamentaux aujourd'hui qui pèsent sur le Bitcoin, c'est la concentration de la capacité de minage entre des mains de plus en plus réduites. C'est pas de l'absolu quand même de pouvoir avoir la puissance de calcul nécessaire si le Bitcoin continue d'évoluer en masse monétaire. Absolument. Donc oui, c'est un problème, c'est une menace. Notez par exemple que la monnaie Ethereum, elle s'oriente vers un modèle de fonctionnement complètement différent qu'on appelle le proof of stake. Le principe de minage par travail, on l'appelle le proof of work. Et le proof of stake devrait, en théorie, résoudre ce genre de problématique de concentration. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est pas en fait, c'est pas contre l'intérêt de quelqu'un de justement prendre ce monopole. Disons que les mineurs, eux, vont voir leur intérêt. Oui, parce qu'ils sont rémunérés. Imaginons que le fait d'avoir le monopole fasse perdre la confiance des gens et donc la valeur du Bitcoin, ça va Exactement. Bien entendu, bien sûr. Malheureusement, comme il n'y a pas d'organisme central qui pourrait décider de quelconque action pour empêcher ce problème, le problème continue. Éventuellement, on pourrait imaginer une modification du protocole Bitcoin lui-même pour essayer de résoudre ce problème. C'est ce que Ethereum est en train d'imaginer. Mais pour l'instant, ça ne se dessine pas. Vous avez parlé de la récompense du Bitcoin par bloc. Cette rémunération, cette commission, c'est quelque chose de systématique qui est donné par le protocole. Oui, c'est quelque chose de systématique donné par le protocole. Comment on a l'assurance que cette récompense est assurée Parce, si vous voulez, dans les essais techniques, c'est que le mineur qui crée le bloc qui vient d'être validé génère lui-même la transaction de création monétaire en question. Et alors comment on arrive au cap de 21 ans? Bonne question. La récompense du minage, elle évolue au fur et à mesure du temps. Au tout début du protocole Bitcoin, la récompense de chaque bloc, toutes les 10 minutes, était de 50 Bitcoins. Au bout de 4 ans, cette récompense a été divisée en deux et on a passé à 25 Bitcoins toutes les 10 minutes, en moyenne. Toutes les 10 minutes, 25 Bitcoins qui étaient créés. La dernière division qui a eu lieu, c'était en juillet 2016. On est passé de 25 à 12,5. En 3 ans,
on va être à 6,25. Dans 7 ans, on va être à 3 et quelques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on divise par 2 la récompense tous les 4 ans. Ce qui fait que, au final, la courbe nous indique le nombre de bitcoins en circulation, ça va être quelque chose qui va ressembler à un logarithme. Très très rapide au début, de plus en plus lent, et au bout d'un moment extrêmement plat, jusqu'à ce que, à force de division, on arrive à terme, très long terme, à 21 millions. On atteindra les 21 millions quelque part en 2140. Malgré tout, attention, parce que dans 10 ans, on aura déjà atteint 20 millions. Est-ce que vous pensez que la direction que prend le Bitcoin aujourd'hui correspond à l'idée des pionniers de ce projet, ou vous n'en avez pas d'idée? Pour l'instant, l'esprit initial nous semble tout à fait respecté. La monnaie reste parfaitement décentralisée, même si on voit les problèmes de concentration du minage. Je dirais que le principal problème qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment cette concentration des mineurs entre des mains de plus en plus faibles. Je dirais un autre problème qui se profile à l'heure actuelle, c'est une problématique qu'on voit depuis presque 2 ans, qui est la suivante. À l'heure actuelle, le réseau Bitcoin n'est pas capable de supporter plus de 300 000 transactions par jour, à peu près en moyenne. 300 000 transactions par jour, c'est pas énorme. Regardez Visa ou autre qui est capable de faire des millions, voire des milliards de transactions par jour, on est quand même très très limité pour l'instant. Et le problème, c'est que si jamais on voulait dépasser cette limite de 300 000 transactions par jour, il va falloir effectuer des modifications sur le protocole Bitcoin lui-même. Et pour effectuer ces modifications, ça ne peut se faire que par le biais d'un consensus global à l'intérieur de la communauté Bitcoin. Il faut que tout le monde soit d'accord pour pouvoir augmenter cette limite et la dépasser pour pouvoir atteindre environ des millions et des millions de transactions par jour. Et ça fait 2 ans que la communauté Bitcoin s'écharpe et avec des discussions sans fin, avec des propositions complètement contradictoires sur comment est-ce qu'on va dépasser cette limite de la taille des blocs. Pour l'instant, il n'y a toujours aucune solution. Et même si il y a quand même une solution qui est en train de devenir prépondérante, que je citerai, qui s'appelle Segwit, mais pour l'instant, on n'a aucune solution définitive sur comment on va dépasser cette limite de 300 000 transactions par jour environ. Ça, c'est un véritable problème pour la croissance de l'ensemble de la technologie. Et là, un peu plus général, c'est ce qui fait que l'adoption du Bitcoin est en train de se faire rapidement ou par rapport à l'adoption de nouvelles technologies, c'est plutôt lent. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'adoption du Bitcoin? Est-ce que c'est le besoin. Ce qui bloque aujourd'hui, on va dire, c'est vraiment le besoin. Quand vous avez, par exemple, en France, la facilité de pouvoir payer très rapidement en carte bleue avec très très peu de frais, voire 0 frais, les gens ne vont pas avoir un énorme besoin du Bitcoin. Quand vous avez aux États-Unis des transactions en carte bleue qui peuvent vous prendre jusqu'à 5% de commission, déjà ça va faire un tout petit peu réfléchir les gens. Quand vous avez des pays tels que le Venezuela, où vous avez une inflation galopante, aujourd'hui vraiment une hyperinflation, on voit vraiment l'intérêt du Bitcoin qui est en train de décoller pour que les gens puissent garder un peu de pouvoir d'achat sans que leur monnaie soit dévaluée par rapport à la vie quotidienne. C'est vraiment le besoin, c'est l'intérêt du Bitcoin. On a vu, pour les gens qui s'en souviennent, en novembre dernier, une énorme crise monétaire en Inde. L'Inde qui utilisait relativement peu le Bitcoin jusqu'en novembre dernier, on a vu vraiment une explosion de la demande du Bitcoin très très rapidement à cause de ce besoin. Une fois, parce qu'actuellement les mineurs qui font fonctionner le Bitcoin sont en concurrence pour la création de nouveaux Bitcoin. Vu que la courbe va faire comme ça, à la fin il n'y aura plus de création. C'est ce qui fait qu'actuellement ils sont beaucoup plus nombreux que qu'on en a besoin réellement pour faire fonctionner le système. Qu'est-ce qui va se passer? S'ils n'auront plus de rémunération en 2140, à ce moment-là, plus de rémunération, ils retirent tous leur processeur et le Bitcoin arrête de fonctionner. Les mineurs, ils ont une deuxième source de rémunération. Dans chaque bloc, chaque transaction va leur fournir une petite commission. Un pourcentage? Pas un pourcentage. C'est une commission qui en fait dépend de la taille de chaque transaction et non pas de la taille et non pas du montant de chaque transaction. À l'heure actuelle, par transaction Bitcoin qui passe sur le réseau,
les mineurs vont recevoir environ 1 euro, 1,30 €. Donc l'idée, c'est qu'à terme, lorsque la part de création monétaire deviendra de plus en plus faible, les mineurs seront de plus en plus rémunérés par la part des commissions sur chaque transaction. Ça, c'est un coût que payent les gens qui font les transactions. Elle leur coûte environ 1 euro. Absolument. Ok. Je vais revenir par rapport à la volatilité possible de la monnaie. Vous avez fait le comparatif entre le Bitcoin et les taux précieux. Donc, c'est vrai que depuis le début de l'année où il y a une instabilité économique, surtout dans les pays occidentaux, on a une augmentation de la part, une valorisation de Bitcoin. Donc, c'est utilisé comme valeur refuge, comme n'importe quel autre métaux précieux. Est-ce qu'il y a dans la blockchain ou quel mécanisme de régulation naturelle fait que l'on peut éviter une spéculation à la baisse, comme on a pu voir dans les années 90, certains investisseurs qui spéculaient à la baisse sur des monnaies, notamment asiatiques. Qu'est-ce qui fait dans la blockchain ou dans le protocole Bitcoin est-ce que c'est protégé contre l'ultra-spéculation à la baisse ou c'est le Far West? C'est le Far West, c'est le free for all, etc., etc. Si vous voulez avoir une monnaie, si vous voulez lutter contre les phénomènes de spéculation, la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire varier les taux d'intérêt, faire varier la production monétaire. Dans le monde du Bitcoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, la création monétaire, elle est gravée dans le marbre. C'est 12,5 toutes les 10 minutes, pas un de plus, pas un de moins. Donc, du coup, vous pouvez effectivement être complètement ouvert à la spéculation, complètement ouvert à des phénomènes de bulles financières. Mais, si vous vouliez faire autrement, le seul moyen que vous auriez pour faire ça, ce serait d'avoir un organisme central qui prendrait des décisions, faire varier l'émission, etc., etc. Or, de par le principe fondamental de décentralisation, on ne fera jamais ça. Alors, je disais tout à l'heure, monsieur, que quand vous faites une transaction sur le réseau Bitcoin, dans cette transaction, il y a une commission. Cette commission, elle est perçue par les mineurs, et c'est ça qui va leur permettre notamment de continuer leurs opérations. Dans le monde de l'Ether, c'est la même chose. Chaque transaction, vous allez fournir une petite commission. Cette commission, elle est exprimée en gaz, en essence, on va dire. Mais l'idée, c'est un peu plus complexe. Sans vouloir trop rentrer dans les détails de l'Ethereum, dans l'Ethereum, on peut en faire ce qu'on appelle des smart contracts. Les smart contracts, ça va être un programme que je vais pouvoir faire tourner sur la blockchain Ethereum. Et ce programme, en fait, à chaque ligne de code qui va s'exécuter sur mon programme, sur mon smart contract, je vais consommer une petite quantité d'Ether, cette quantité qu'on appelle le gaz. L'idée, c'est de dire, si jamais quelqu'un générait un smart contract qui était juste une boucle infinie qui ne faisait rien, bah, ça gaspillerait des ressources. Vous avez la possibilité de le faire. Si vous voulez, vous injectez un smart contract qui ne fait juste rien et qui consomme des ressources. Mais à chaque ligne de code exécutée, vous allez consommer le gaz. Quand il n'y a plus de gaz dans votre smart contract s'arrête. Donc le gaz, c'est de l'Ether par ligne de code. C'est l'Ether par ligne de code, exactement. Qui est injecté au moment où le smart contract est créé. Toujours sur les smart contracts, comment est-il possible en fait de modifier finalement le smart contract par rapport à un contrat traditionnel qui peut faire l'objet d'un avenant, une résiliation anticipée? Comment finalement cette modification du contrat va pouvoir se faire dans le monde smart contract? Alors, on va repartir un petit peu en arrière, je vais expliquer ce que c'est qu'un smart contract. Donc, je vous parle depuis le début de Bitcoin et qu'on peut faire des transactions Bitcoin très simplement. Transaction Bitcoin, j'ai un Bitcoin et demi, je vous l'envoie sur votre portefeuille, vous avez 3 Bitcoins, vous me les envoyez, etc. On fait des transactions, tout va bien. L'Ethereum, c'est une autre crypto-monnaie. Pour moi, c'est vraiment la crypto-monnaie la plus intéressante à l'heure actuelle, la plus intéressante que le Bitcoin. Et en Ethereum, on va pouvoir faire des transactions qui sont beaucoup plus compliquées que juste je vous envoie ou je reçois des Bitcoins. On va pouvoir faire donc ce qu'on appelle des smart contracts. Un smart contract, c'est un programme informatique stocké dans la blockchain. À quoi est-ce que ce genre de choses peut servir? On va dire par exemple, imaginez, je dis, je vous engage pour me créer un site web. Pour me créer un site web, ça va être fait en 5 phases. Phase 1, 2, 3, 4, 5. Et à la terminaison de la 5e phase, automatiquement, vous serez payé. Et donc, ça va être un programme informatique très simple que je vais stocker dans la blockchain.
Et à chaque fois qu'une des phases de mon projet sera validée, je vais pouvoir y appliquer une signature électronique pour passer à la phase suivante. L'idée, c'est que chacun des intervenants saura exactement où on en est dans l'exécution du contrat, saura que le paiement sera effectué automatiquement puisque les fonds sont automatiquement séquestrés dès l'origine de la création du contrat. Et on a vraiment une transparence absolue sur l'exécution de mon contrat. Donc, là, je vous ai parlé d'un contrat relativement simple. On va pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes, comme des contrats d'assurance, des choses relativement complexes. Le milieu, notamment de l'assurance, s'intéresse énormément à cette technologie. Pour répondre à votre question, c'est difficile, mais il y a des possibilités. Normalement, lorsque vous générez votre smart contract, lorsque vous le gravez dans la blockchain, smart contract, c'est juste une transaction. Juste une transaction, mais relativement complexe. Et comme toute autre transaction, elle est inscrite dans la blockchain et elle est immuable. Alors maintenant, ce qui se produit, c'est que de plus en plus, on voit apparaître des smart contracts avec des clauses d'annulation. C'est-à-dire, quelque part, si par exemple, j'ai les deux intervenants du contrat qui sont d'accord et qui appliquent une signature à un endroit donné du smart contract, ce smart contract va soit s'annuler complètement, soit être automatiquement reporté vers un autre smart contract. C'est ainsi qu'on pourra éventuellement le faire évoluer. Ça suppose du coup qu'il y a un accord entre les deux parties. En revanche, en cas de litige, comment ça va se passer? Une partie veut modifier, l'autre partie ne veut pas modifier. C'est la partie qui ne veut pas modifier qui va forcément être en position de force. Oui, on peut très bien imaginer la mise en place de tiers de confiance, mettons un notaire, et de dire, ok, pour annuler ou pour modifier, pour mettre à jour le smart contract, il vous faudra 2 parmi les 3 qui soient d'accord. Si les 2 sont d'accord, tout va bien. Si les 2 sont en conflit,